Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers étudiants dans la deuxième partie du cours des maladies ulcéreuses gastro-duodénales. La fois passée, on a vu de la physiopathologie. On a insisté sur le point fort à retenir. Aujourd'hui, on va aborder la partie clinique et paraclinique de ce cours. Toujours, tous les supports utilisés dans ces vidéos sont disponibles dans la description à télécharger. Je vous invite comme d'habitude à abonner mes chers amis pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Je demande de votre part maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos-là atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, comme clinique, premièrement, on va aborder le mode de révélation. Et notez bien que les maladies ulcéreuses sont asymptomatiques chez le sujet âgé ou bien le sujet diabétique. Je vous invite à consulter le cours de polyneuropathie périphérique où on avait dit que les diabétiques ont une polyneuropathie de type sensitive, donc ils ne vont pas sentir de la douleur. Donc ça c'est premièrement. Deuxièmement, les maladies ulcéreuses peuvent se révéler directement par les complications. Par exemple, de perforation, d'hémorragie, de sténose, on va voir ça dans la troisième partie. Donc c'est 10% des fois. Mais la forme la plus fréquente, le mode de révélation le plus fréquent, c'est le syndrome douloureux qui est typique. Donc, et ça, vous devez noter cette douleur-là. Donc ça, c'est de la sémiologie. Donc c'est une douleur épigastrique, comme illustré à gauche dans l'illustration. Elle est de type de crampe ou bien de faim qui est douloureuse. Donc cette douleur-là, elle est postprandiale tardif. Elle est calmée par les repas alcalins et périodiques. Donc, notez bien, donc c'est une douleur calmée par les repas qui sont alcalins. Ils vont tamponiser, donc ils vont faire de l'effet tampon du suc gastrique. Et cette douleur est de type de crampe, une crampe de faim. Elle est postprandiale, donc c'est postprandial que l'acidité gastrique va s'augmenter au maximum et elle est calmée par les repas alcalins. Donc ça, c'est primordial dans votre examen clinique de repérer ce type de douleur-là. Il peut s'agir d'un ulcère gastro-duodénal. Donc j'insiste sur le syndrome douloureux typique. Vous devez le retenir par cœur. Vous devez savoir décrire la douleur ulcéreuse. Donc parfois, donc, comme il y a une forme typique, il existe des formes qui sont atypiques. Donc parfois des douleurs qui sont atypiques, une dyspepsie, des vomissements. Donc ça, c'est la forme atypique de la révélation. Bien sûr, l'examen clinique, il est normal, sauf dans les complications ou bien dans les cancers. Donc l'ulcère, il s'accompagne le plus fréquemment par un syndrome douloureux, notez ça bien. Bien sûr, en dehors de complications. Et votre examen clinique, il va être normal, bien sûr, en exception de complications qu'on va les aborder dans la troisième partie. Donc, premièrement, vous devez savoir écrire une douleur ulcéreuse dans votre examen clinique, dans votre diagnostic, bien sûr. Donc, dans l'interrogatoire. Deuxièmement, on va aborder les formes cliniques. Comment va se manifester l'ulcère gastro-duodénal? Et on a deux formes qui vont prédominer le tableau clinique là. On a le fameux syndrome de Zollinger-Ellison et parfois de l'hyperparathyroïdie. Commençons premièrement par le syndrome de Zollinger-Ellison. Et là, malheureusement, il existe une tumeur endocrine à gastrine qui est pancréatico-duodénale. Donc là, malheureusement, c'est une tumeur qui va augmenter la sécrétion de suc gastrique. C'est une tumeur pancréatico-duodénale. Vous la voyez là en détail, donc au niveau de la tête duodénale, et ça va manifester par la sécrétion des gastrines là, et elle va augmenter l'acidité gastrique. Donc, et dans l'endoscopie, nous allons voir une maladie ulcéreuse post-bulbaire qui est sévère, multiple, plus ou moins avec des diarrhées. Le diagnostic de syndrome de Zollinger-Ellison, il est posé devant une hypergastrénie basale. Ça va impliquer le rôle là, de la tumeur qui est sécrétante. Le test à la sécrétine qui est positif et bien sûr
devant les tumeurs, devant les masses, c'est la TDM. Donc, bien sûr, la TDM, le test à haute résolution. Donc, la TDM plus de l'écho-endoscopie digestive qui vont localiser la tumeur. Donc, première forme, syndrome de Zollinger-Ellison. Malheureusement, c'est une tumeur endocrine à gastrine. Donc, c'est l'hypergastrinémie qui va provoquer l'augmentation de la sécrétion gastrique et par suite une maladie ulcéreuse qui est post-bulbar. Deuxièmement, l'hyperparathyroïdie. Et vous allez noter que dans l'hyperparathyroïdie, là, comme illustré à gauche, c'est l'hypercalcémie qui va stimuler la sécrétion de HCl, donc de l'acide chlorure. Donc, une hypercalcémie qui est secondaire à une hyperparathyroïdie. Donc, vous allez voir en diagnostic positif là, du bilan phosphocalcique avec le dosage de la PTH et vous allez repérer là votre hyperparathyroïdie. Donc, ça nous fait rappel pour la physiopathologie des troubles phosphocalciques. Donc, l'hyperparathyroïdie, cette augmentation de calcium, donc le Ca2+, c'est un facteur très stimulant à la sécrétion de HCl et on avait vu ça dans la physiologie gastrique. Donc deux formes, notez bien le syndrome de Zollinger-Ellison. Donc Ellison, là vous allez retrouver la tumeur et notez bien aussi les formes cliniques de l'hyperparathyroïdie là. Parfois l'hyperparathyroïdie elle est responsable d'un ulcère gastro-duodénal. Maintenant pour le diagnostic positif, vous devez noter que c'est l'endoscopie œsophago-gastro-duodénal, comme illustré à gauche. Ça, c'est le diagnostic de certitude devant un ulcère. Et vous voyez là, ça va nous permettre de repérer les lésions de façon directe et de poser notre diagnostic là devant les lésions. Donc, on peut faire visualiser les lésions et même les classer comme nous allons voir. Donc, c'est un examen de première intention, notez bien. Donc, l'endoscopie, c'est un examen de première intention pour affirmer ou infirmer la présence de l'ulcère gastro-duodénal. C'est un examen rapide, il est bien toléré et sans danger. Donc, notez bien, l'examen de choix devant une maladie ulcéreuse, il peut s'agir là d'une question d'examen, c'est l'endoscopie œsophago-gastro-duodénale. Donc, c'est à retenir. Il est bien toléré, il est sans danger, sa rentabilité est supérieure à celle de la radiologie. Donc, faites attention dans vos cas cliniques. L'examen de premier choix, de premier recours dans une maladie ulcéreuse gastro-duodénale, c'est l'endoscopie œsophago-gastro-duodénale. Faites attention à tromper dans cette question-là. Donc, ne faisez pas des bêtises dans des questions qui sont vraiment faciles. Donc, il nous permet de voir la lésion, voir les caractéristiques et même faire de la biopsie, notez bien, surtout dans l'ulcère gastrique. Ça nous fait rappel à la première partie où on avait dit que les ulcères gastriques tendent à se dégénérer vers le cancer. C'est pour cela, c'est la biopsie qui doit être systématique, de façon systémique devant un ulcère gastrique et pour rechercher de l'Helicobacter pylori. Donc, j'insiste toujours sur le rôle de l'Helicobacter pylori comme un facteur agresseur vers la muqueuse gastrique. Donc faites attention là. À retenir, le diagnostic de certitude, c'est l'endoscopie œsophago-gastro-duodénale. C'est l'examen de choix. Il nous permet de visualiser la lésion, voir les caractéristiques, voir la caractériser, faire les biopsies et rechercher de l'Helicobacter pylori. Donc, j'insiste sur cette plaque-là, c'est à retenir. Et là, vous voyez quelques images sur des ulcères qui sont gastriques. Donc, ça, c'est l'endoscopie qui est à nous. Il nous permet de visualiser, de bien visualiser les lésions donc, et de faire différencier une lésion là. Vous voyez là, ce sont quelques images, quelques photos endoscopiques de ulcère qui est gastrique et là, un ulcère duodénal comme vous voyez là dans l'illustration. Donc, à noter, l'endoscopie, c'est l'examen de choix, c'est l'examen de première intention devant une maladie ulcéreuse gastro-duodénale. J'espère que vous avez
Retenez ce point-là. Maintenant, des messages importants à retenir. Tout ulcère gastrique est suspect d'un cancer jusqu'aux preuves de contraire. On avait parlé de ça dans la partie précédente, on le répète. Toujours réaliser des biopsies multiples des berges pour le diagnostic différentiel avec du cancer ulcéré. Toujours. C'est au niveau des berges, faites attention. Leur biopsie là, c'est au niveau des berges de l'ulcère. Donc, pour poser le diagnostic différentiel de cancérisation. Toujours recontrôler un ulcère gastrique après traitement. Donc, les biopsies peuvent être faussement négatives s'il y a beaucoup d'inflammation. Notez bien. Donc, on craint toujours dans l'ulcération, dans l'ulcère gastrique, du cancer malheureusement. Et il n'est pas nécessaire de biopsie un ulcère duodénal car il ne cancérise, notez bien, jamais. Donc, faites attention. Là, c'est important à retenir. Un ulcère gastrique, c'est un cancer jusqu'à preuve de contraire. Réalisez toujours les biopsies. Faire vos biopsies de contrôle, toujours. Les biopsies peuvent être faussées dans la première phase de l'inflammation. Et on fait jamais, jamais, jamais d'une biopsie d'un ulcère duodénal, car il ne caractérise jamais. Donc faites attention. Notez bien tous ces critères-là. Ce sont des questions très probables au niveau des examens dans des cas cliniques. Donc, vous devez noter votre conduite à tenir toujours devant un ulcère gastrique, c'est de suspecter le cancer jusqu'à preuve du contraire. Et devant un ulcère duodénal, on craindrait rien, car ces ulcérations-là, elles ne cancérisent jamais. Donc ça, c'est le message le plus important de ce cours-là. Donc faites attention aux cancers gastriques. On va les aborder très prochainement dans les prochains cours. Maintenant, comment faire le diagnostic différent positif plutôt? Comment faire le diagnostic positif? On avait dit que c'était endoscopie, œsophagio-gastro-duodénal. Maintenant, on va rechercher l'infection par l'Helicobacter pylori. Et vous allez voir que 90% des ulcères, on va impliquer la présence là de l'Helicobacter pylori, de l'HP. C'est un facteur virulent, c'est le majeur, notez ça bien, c'est la majeure cause dans les ulcères gastro-duodénales. Donc, on peut faire des tests invasifs ou des tests non invasifs. Comme test invasif là, c'est la biopsie. Comme on avait dit à l'aide de l'endoscopie, on va faire de la biopsie pour faire de l'examen anatomopathologique. Et ça reste l'examen de certitude. Toujours l'anatomopathologie, c'est un examen de certitude. On peut faire le recours au test rapide de l'uréase. Vous devez noter ça, c'est très important. Donc, c'est un virage où il y a un indicateur de pH qui va se changer du jaune vers le rouge. Là, vous voyez, ça, c'est le test à l'uréase. Donc, c'est le deuxième test. Notez bien, c'est invasif. Bien sûr, lorsqu'on dit endoscopie, on dit des cultures. Un antibiogramme pour rechercher les résistances là. Donc, systématiquement, recherche de l'Helicobacter pylori dans les milieux de culture. Faire aussi de l'antibiogramme pour rechercher les résistances. Et bien sûr, c'est de la PCR toujours. On dit ça toujours en bactériologie. Le PCR, c'est de la biologie moléculaire. C'est un examen de certitude, un examen de haute affinité, de haute sensibilité. C'est de la PCR. Donc, comme examen invasif, ils sont liés à l'endoscopie avec de la biopsie. Après ces biopsies-là, on va faire soit de l'examen anatomopathologique pour rechercher les lésions, un test rapide à l'uréase, de la culture, plus de l'antibiogramme et de la PCR. Donc la biopsie là reste un examen de certitude très utile dans la bactériologie et dans les infections à l'Helicobacter pylori. Comme test non invasif, on peut faire le recours de la sérologie. On va rechercher les anticorps anti-HP, anti-Helicobacter pylori. On peut faire le recours au test respiratoire à l'urée. Donc ça, c'est le test respiratoire à l'urée, bien sûr, pour contrôler l'éradication. Donc,
Et là, vous voyez le test alluré. Donc, c'est une valve à un seul sens. Donc, c'est et cette Helicobacter pylori, parmi les caractéristiques bactériologiques, c'est qu'elle métabolise l'acide urique et elle va se dégager, elle va sécréter du CO2. Donc ce test à l'uréase, notez bien, c'est un test souvent utilisé dans le contrôle de l'éradication de l'Helicobacter pylori. Notez ça bien. Donc la sérologie pour rechercher les anticorps, anti-HP, le test respiratoire à l'urée, ça c'est le mécanisme, ça c'est comment ça marche. Donc, il est utilisé pour contrôler l'éradication de l'Helicobacter pylori et on peut même rechercher de l'Helicobacter dans les selles. Et bien sûr, les tests invasifs, ça reste les tests les plus fidèles, les plus fiables, les plus tests qui sont de certitude. Donc, j'insiste sur ces deux plaques-là, la notion de cancérisation et de diagnostic positif de l'infection à l'Helicobacter pylori. Donc ça, c'est le but de cette partie-là. Ce sont deux plaques, bien sûr, à retenir et bien sûr des questions fréquentes répondues au niveau des examens. Avant de conclure cette partie, on va voir quelques diagnostics différentiels. Donc, l'ulcère gastrique face à une douleur épigastrique. Donc, on avait dit qu'il peut se manifester cet ulcère-là avec des douleurs, des épigastralgies. Donc, ces douleurs, ça peut être avec un cancer de l'estomac malheureusement, ou bien du pancréas, une colique hépatique. Il peut s'agir là de l'engorge, ça nous fait rappel à l'unité cardio-respiratoire. Je vous invite à consulter le cours de douleurs thoraciques, douleurs pancréatiques. Donc ça, c'est de la pancréatite aiguë ou bien du trouble du transit, c'est la dyspepsie qu'on va l'aborder dans un autre cours très prochainement. Donc, ça, c'est face à une douleur qui est épigastrique. Ça, ce sont les diagnostics différentiels. Maintenant, le traitement, le dernier titre dans cette partie-là. Notre but de traitement, c'est de faire la cicatrisation de l'ulcère. Surtout devant un ulcère gastrique. Pourquoi? Il tend à se dégénérer. Donc, on va favoriser la cicatrisation de l'ulcère gastrique le plus précocement possible afin d'éviter la transformation vers la néoplasie. Donc, le premier but du traitement, c'est la cicatrisation de l'ulcère. Deuxièmement, c'est l'éradication de la bactérie de l'Helicobacter pylori et bien sûr, confirmer ça avec le test à l'uréase. Notez bien ce terme-là. Il peut s'agir d'une question des examens, prévenir les rechutes et bien sûr prévenir les complications qu'on va l'aborder dans la troisième partie. Donc ça, c'est le but. Notez bien la cicatrisation et l'éradication de l'Helicobacter pylori. Sans éradication de l'HP, les rechutes là, ils vont survenir. Les rechutes sont imminentes devant l'existence de l'Helicobacter pylori. Donc l'HP, l'Helicobacter pylori, elle est à éradiquer totalement. Faites attention. Les modalités du traitement, bien sûr, on commence avec les règles hygiéno-diététiques. Donc c'est l'arrêt de tabac. Éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Éviter tout agresseur pour la muqueuse gastrique. Éviter de l'aspirine. Donc, et là, un régime alimentaire, il est sans intérêt. Donc, sans arrêt de tabac, sans respect des facteurs qui sont agressants à la muqueuse. Donc là, c'est inutile de faire ou bien de prescrire le traitement comme on avait abordé précédemment dans la première partie. Donc, comme modalité de traitement, premièrement, les règles hygiéno-diététiques, l'arrêt de tabac et éviter les agresseurs, les ANS et surtout de l'aspirine, les à éviter devant une maladie ulcéreuse gastro-duodénale. D'autres traitements thérapeutiques, ce sont là, le traitement médical, il est basé sur, ça vous devez noter, c'est les inhibiteurs de la pompe à proton, c'est de lutter contre l'acidité gastrique et de l'antibiothérapie pour lutter bien sûr contre l'hélicobacter pylori. Ça, c'est le but du traitement là. On va combattre sur deux terrains, diminuer l'acidité gastrique, les inhibiteurs de la pompe à proton, les EpiP, notez ça bien, et bien sûr l'antibiothérapie pour éradiquer l'hélicobacter pylori
sans éradication de l'HP, il n'y a pas de rémission. D'autres traitements là, on va les voir dans les complications. Donc, traiter les hémorragies par traitement de lait ou par rétablissement d'un hémostase physiologique, la dilatation en cas de sténose et le traitement chirurgical en cas de perforation, comme nous allons voir dans les complications. Et notez bien, comme traitement médical, c'est les inhibiteurs de la pompe à protons et de l'antibiothérapie pour éradiquer l'Helicobacter pylori. Donc, le sevrage du tabac, éviter de l'aspirine, faites attention, elle est contre-indiquée devant une maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Ça nous fait rappel à la pharmacologie. Et les modalités de traitement, c'est les IPP, c'est les inhibiteurs de la pompe à protons. On a l'oméprazole, c'est de 10 à 20 mg. On a de pantoprazole, on a de l'enzoprazole et les oméprazole. Donc tout ça, ce sont des inhibiteurs de la pompe à protons. Et le plus utilisé là, c'est de l'oméprazole, de dose entre 10 à 20 mg selon le cas. Donc, soit à simple dose, soit à double dose, comme nous allons voir dans les modalités de traitement, dans les complications. Donc, le traitement majeur, une maladie ulcéreuse gastro-duodénale, c'est les inhibiteurs de la pompe à protons. Notez bien l'oméprazole, soit simple, soit à double dose. Comme antibiothérapie, les antibiotiques qui sont efficaces contre l'Helicobacter pylori, on note de l'amoxicilline, on note de la clarithromycine, donc c'est du macrolide, et on a les imidazolés, donc ils peuvent être utilisés là pour éradiquer de l'Helicobacter pylori. Traitement médical, donc premièrement s'il s'agit, là je demande votre intention, c'est primordial, ce sont des questions fréquentes d'examen, devant un ulcère duodénal qui est non compliqué, donc on utilise la trithérapie, les inhibiteurs de la pompe à protons à double dose, de la clarithromycine et de l'amoxicilline. La durée de traitement, c'est entre 7, 10 ou bien 14 jours. Le taux de cicatrisation, là, heureusement, c'est très élevé, c'est entre 64% à 87%. Et il n'y a pas de biopsie devant un ulcère duodénal. On utilise les inhibiteurs de pompe à protons à double dose. Pourquoi? Parce que la cause majeure là devant un ulcère duodénal, je répète duodénal, faites attention, c'est l'acidité gastrique. Donc c'est la trithérapie. Donc je vous invite à noter cette plaque-là ou bien de les garder par cœur. C'est les inhibiteurs de la pompe à protons à double dose, pas simple dose, avec la bioantibiothérapie de la clarithromycine et de l'amoxicilline. Donc ça c'est premièrement, en cas d'un ulcère duodénal non compliqué. Donc ça c'est en première intention. Deuxième intention, on va remplacer la clarithromycine par le métronidazole, c'est le flagile. On avait vu ça dans la lutte contre les plusieurs parasites. L'exemple de l'amibiase, je vous invite à consulter de l'amibiase. Augmenter la posologie de métronidazole à 1,5 g par jour et augmenter la durée de traitement jusqu'à 14 jours. Ça, c'est en deuxième intention, si l'ulcère ne cicatrise pas. En troisième intention, troisième ligne, donc l'antibiogramme, il est recommandé. Il peut s'agir là d'une résistance de l'Helicobacter pylori à l'antibiothérapie. Il peut s'agir du germe résistant. Donc, et la trithérapie avec d'autres antibiotiques. Donc ça, c'est le recours au fluoroquinolone. Donc c'est les quinolones et de la rifabutine. Donc les antibiotiques à large spectre, les antibiotiques de dernier recours. Donc, il faut faire la cicatrisation de l'ulcère duodénal. Donc, ça, c'est non compliqué. Donc, le taux de cicatrisation, il est très élevé, heureusement. La biopsie, elle n'est pas nécessaire. Notez bien la trithérapie, les IPP à double dose, la clarithromycine et de l'amoxicilline.
En deuxième intention, vous allez changer avec la clarithromycine avec du métronidazole. Donc c'est plus puissant. Et c'est si l'ulcère se continue ou bien se persiste, donc vous allez faire votre antibiogramme pour rechercher. Là, il peut s'agir d'une résistance. Donc vous allez changer de la thérapie vers les fluoroquinolones. Donc ça, c'est pour l'ulcère, je répète, duodénal. Donc il est bénin, il tend à cicatriser dans l'éradication totale de l'Helicobacter pylori. Donc il faut rechercher une cause de résistance au traitement. Pourquoi le traitement n'a pas contribué à une cicatrisation adéquate? Il peut s'agir là, comme on avait dit, la mauvaise observance au traitement, le tabac. On avait parlé de ça dans la partie précédente. Il faut sans sevrage de tabac, sans arrêt total de tabac, ça sert à rien de prescrire une thérapie ou bien des inhibiteurs de la pompe à proton si le terrain n'a pas encore fait leur sevrage de tabac. La persistance de l'infection de l'Helicobacter pylori, donc c'est en cas de résistance de la l'Helicobacter aux antibiotiques. Donc ça c'est la résistance des antibiotiques. La résistance des bactéries aux antibiotiques, ça pose un problème de santé majeur. On avait vu ça en infectiologie. Soit c'est le non-respect des hygiènes de vie. Donc c'est la prise des ANS. Ils sont contre-indiqués, comme on avait dit. Il faut éviter donc une mauvaise hygiène de vie. Et parfois, c'est un ulcère duodénal qui est non lié ni à l'HP ni aux ANS. Donc, ça, c'est pour l'ulcère duodénal. Pour l'ulcère gastrique, bien sûr, non compliqué. Les formes compliquées, on va l'aborder dans la troisième partie. Donc, c'est la trithérapie. Donc, c'est les IPP à simple dose entre 3 et 5 semaines. Donc, c'est pas à double dose. La cause là, c'est pas l'augmentation de la sécrétion gastrique, c'est la diminution, bien sûr, des mécanismes de défense comme on avait vu précédemment. Rechercher l'Helicobacter pylori toujours et bien sûr faire la biopsie systématiquement. Jamais oublier la biopsie devant un ulcère gastrique. C'est parmi les messages primordiaux dans cette partie-là, dans ce cours. Toujours devant un ulcère gastrique, la biopsie, elle est systématique car le risque de cancérisation, là, il est présent. Faire votre fibroscopie, le contrôle, 6 à 8 semaines après le début. Le patient, il est considéré comme guéri devant une cicatrisation plus une biopsie qui est tout à fait normale et un test de l'éradication totale de l'Helicobacter pylori, un test à l'uréase qui est négatif. Donc le patient là, il est considéré comme guéri. Sinon, faire votre deuxième cure. Et s'il y a l'échec de 2 cures, on n'a que le recours à la chirurgie. Il vaut mieux le réséquer ce ulcère-là avant qu'il se dégénère et se transforme vers un cancer. Donc, ça, c'est le message de cette deuxième partie. Notez bien, l'ulcère duodénal, c'est la trithérapie. Un ulcère gastrique, n'oubliez jamais de faire votre biopsie là. Faire de la trithérapie avec les IPP à simple dose. Faire 2 cures pour obtenir une cicatrisation avec un test négatif à l'uréase. Si les 2 cures sont venues avec échec, revenues avec échec, là vous avez aucun recours sauf à le traitement chirurgical, la résection de l'ulcère totalement pour prévenir le risque de cancérisation. Donc ça c'est tout pour cette deuxième partie-là. Je vous rencontrerai dans la troisième partie où on va aborder les complications de la maladie ulcéreuse. Je vous remercie pour votre attention, mes chers amis. Je vous rencontrerai très prochainement. Bon courage dans vos préparations et à la prochaine.